Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle interview et j'ai le plaisir de recevoir Mike Borowski de Gérard Info. Mike, comment vas-tu? Bah, excellent, et toi? Bah écoute, très très bien, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc, qu'as-tu pensé de cette campagne présidentielle et notamment du rôle des médias? Bah, écoute, est-ce que tu as vu une campagne, toi? Parce que moi, je sais pas, j'ai pas bien vu la campagne, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Non, Bon. non, il n'y en a pas eu, mais parce que aussi, il faut le dire, Macron, est-ce qu'il a eu vraiment besoin d'en faire une? Bah, non, il en a pas fait et c'est ça qui est dingue quand même, c'est que c'est que le mec, au final, il gagne sur le premier tour, 1 000 000 de voix par rapport à 2017. Tu imagines? Le mec, il fait pas campagne, il gagne 1 000 000 de voix. C'est quand même déprimant, quoi. Enfin, c'est à se dire, mais en fait, est-ce que, nos messages passent auprès de l'opinion, quoi? Bah, voilà, le mec fait pas campagne, il arrive: «Coucou, salut», il gagne 1 000 000 de voix, malgré son bilan dramatique. Voilà, c'est quand même, le nombre de dettes, le chômage de masse, l'inflation, l'insécurité, enfin voilà, personnellement, j'ai jamais vu une France aussi mal en point. Malgré tout, tranquille, il gagne 1 million de voix. Bravo, fabuleux. Alors, comment ont bossé les médias? Alors là, les médias ont été évidemment les carpettes du pouvoir, mais c'est hallucinant, hein. Je comprends pas qu'est-ce que l'État leur a promis de plus qu'ils n'avaient déjà sous Hollande ou chez Sarko. C'est-à-dire que oui, on sait que les médias sont subventionnés, ça on le sait, mais ils le sont subventionnés depuis 40 ans, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont eu à gagner de plus chez Macron que chez d'autres? Je ne sais pas, mais visiblement, c'est hallucinant. Regarde, il y a eu l'affaire McKinsey, qui est une affaire très grave, c'est une affaire d'État. Je veux Oui, dire, c'est peut-être l'affaire la plus grave de ces 50 dernières années. À l'époque, chez les socialistes, tu avais l'affaire Urbain et ça a fait tomber Bérégovoy et compagnie. Là, rien, tout le monde s'en fout. Il y a même des gens qui te disent oui, mais bon, c'est normal de travailler avec le privé. Bon, ok, d'accord. Il y a une deuxième affaire dont personne n'a entendu parler, c'est celle de l'enquêteur Jean-Baptiste Trivoire, journaliste sur Off Investigation, qui a parlé du patrimoine de Macron. Il m'a expliqué en interview que aucun média n'a cherché à acheter son reportage. Tous les médias ont refusé alors qu'il parle du patrimoine de Macron qui est totalement louche. Le gars Macron, son patrimoine, c'est à peine au-dessus de celui d'un communiste, alors qu'il a fait 4 ans en tant qu'associé gérant chez, chez Rothschild, la banque Rothschild, une des plus importantes banques du monde au niveau des achats, de vente, des acquisitions, tu vois, toute cette bulle financière. Et il a en plus participé à la vente de sociétés à 10 milliards d'euros. Et bon, évidemment, il aurait touché peut-être un SMIC de prime, hein, à peine, et encore. Et donc, les médias, personne n'en parle. Alors, si c'est sûr, pour parler des costards de Fillon ou des culottes de Coralie Dubost, ça va. Là les médias sont là. Mais pour parler de la réalité, non. En plus, je ne sais pas si tu remarques, parce que tu me parles des médias, il y a une deuxième chose qui est quand même assez dingue, c'est que toutes les mauvaises nouvelles, là, arrivent maintenant. oui. C'est-à-dire entre une semaine et 15 jours après les élections présidentielles. Mais attendez, mais les gars, fallait vous réveiller. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de ces mauvaises nouvelles pendant la campagne? Lorsque M. Le Maire a dit, voilà, pendant la campagne, oh non mais c'est bon, l'économie ne s'est jamais aussi bien portée, pourquoi n'avez-vous pas dit non? C'est faux. Sachant qu'en plus, M. Le Maire a dit là, il y a 2 jours, ben, que nous allons avoir un avenir très difficile. Donc voilà, non, les médias ont été en dessous de tout. Alors, avec eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, je me demande d'ailleurs, parce que il faut vraiment changer tous, hein. Il faut changer toutes les têtes. Peut-être même qu'il faut créer des lois qui interdisent des milliardaires de posséder plus de 49% d'un média. Il faut réformer aussi l'AFP. Voilà, l'AFP qui donne toutes les nouvelles. Il faut savoir que l'AFP, c'est quand même une des plus grandes agences de presse du monde. Et c'est elle qui fournit en gros 80% des nouvelles de France. Donc je pense qu'il faut la réformer à fond. Il faut réformer aussi
les études des journalistes, c'est-à-dire arrêter de prendre seulement des gars de Sciences Po et l'IEJ, voilà, parce que ce sont vraiment les deux écoles qui fournissent le gros des journalistes connus. Et puis, quatrième chose, il faut permettre à la presse et aux médias régionaux qui, eux, travaillent, comment dire, de permettre d'avoir des scoops. C'est-à-dire que la presse régionale a des scoops, mais malheureusement, ce n'est jamais relayé par Paris, quoi. C'est parce que c'est bien que on est très jacobin et Oui. tout compte, c'est les nouvelles venant de Paris. Bah, ce qu'on s'est rendu compte avec l'élection de Macron, c'est que tout simplement, c'est les élites qui se sont rassemblées. D'ailleurs, lui, je pense que c'est peut-être l'homme de la cinquième qui n'a jamais aussi bien réuni son groupe électoral. Et les journalistes et les médias en font partie, malheureusement. Et je pense que tu es aussi pour la privatisation. La privatisation, ça fait plus de 10 ans que j'en parle. Mais si on privatise sans, comment dire, sans réformer ces 4 points dont je t'ai parlé, ça ne servira à rien. Ça servira juste à d'autres milliardaires d'acheter des médias. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas seulement le service public, c'est aussi BFM, c'est aussi CNews, c'est aussi TF1, c'est aussi M6. Voilà, c'est Le Figaro, Libé, Le Monde, voilà, c'est tous ces journaux. Et ce sont des journaux privés, ça vient pas aux mains du service public. Et tant qu'il y aura l'AFP dans la forme actuelle, lorsque tu prends, je sais pas moi, Le Point ou Le Monde, que tu regardes un article, les 3 quarts du temps, c'est marqué écrit avec l'AFP. Voilà. Pourtant, ce sont des journaux privés qui copie-collent essentiellement des dépêches AFP. Donc, les médias, c'est beaucoup plus compliqué que seulement privatiser. S'il fallait juste privatiser Radio France et France Télé, ça se saurait, quoi. Voilà. Ce n'est pas suffisant. Voilà. Il faut. Tu sais, les journalistes que l'on a aujourd'hui ont pris un pli et ça va être très compliqué de leur faire avoir un autre type de pli, c'est celui comment dire, qui redeviennent des gens factuels et des vrais enquêteurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, pour ça, instaurer une sorte de... Parce que là, on voit bien que dans les médias, c'est quasiment que des gens de gauche. En tout cas, avec une pensée unique, est-ce qu'il ne faudrait pas leur imposer, justement, le même temps de parole, que ce soit pour les différents camps politiques, et ça obligerait peut-être les grands médias à avoir un débat un petit peu plus fourni, au lieu de nous servir finalement la ligne. Je vais te dire, je vais peut-être un peu choquer tes auditeurs, mais je pense Oui, qu'il faut qu'il y ait une reprise en main, quoi. Une reprise en main médiatique. Alors après, le problème, c'est que le pouvoir, c'est pas nous qui l'avons, c'est Macron. Donc si c'est lui qui fait la reprise en main, ça va pas être bon pour nous, ça c'est non, sûr. ça va être compliqué. Mais si on était un régime un peu comme à l'époque du général de Gaulle avec l'ORTF, voilà, qui reprenait en main, voilà, ces journalistes, bon, ça va, je- ça va pas être simple. Ça va pas être simple de faire passer tous ces gens-là euh, d'un côté idéologue, propagandiste, à quelque chose de factuel. Voilà. Tant qu'on cassera pas certaines choses, par exemple comme l'université, voilà, qui est un repère de gauchistes, hein, faut dire les Oui, choses. ah oui, oui. Voilà, tant qu'on mettra pas les mains dans le cambouis, ça continuera de pire en pire. Parce qu'en plus, les journalistes d'une certaine génération, au moins, même s'ils sont des propagandistes et des idéologues, au moins ont une forme de culture. Ce qu'en plus, les journalistes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les plus jeunes, quoi, peut-être notre génération ou les plus jeunes qui arrivent, eh ben, n'en ont pas. Et ça, c'est pire encore. Euh, il faut aussi peut-être sortir aussi du jacobinisme. Le fait que, tous les grands médias nationaux soient situés en gros à 2-3 km à la ronde, ça n'aide pas. Ça fait que tous ces journalistes se côtoient, vivent ensemble, aussi côtoient le monde politique qui est aussi sur Paris, couchent avec ce monde politique, vivent avec ce monde politique, va au restaurant avec ce monde politique. Ils envoient leurs mômes dans les mêmes écoles, par exemple à l'école alsacienne. Tu verras que c'est le nombre d'enfants de journalistes. Donc,
là-dessus, c'est un big bang qu'il faudrait et c'est pas deux, trois petites mesurettes. Bah, oui, parce que du coup, on se rend compte que la vraie information, en tout cas l'information la plus intéressante, c'est avec des médias indépendants comme le tien. Du coup, quel avenir pour les médias indépendants? Parce qu'on voit pas mal de censure. Beaucoup de comptes Twitter, par exemple, se font supprimer. On l'a vu avec ton camarade Vidal de Putsch Média, par exemple. On a vu des chaînes comme RT se faire interdire. Donc, quel avenir pour des médias indépendants comme le tien? Alors, on peut être indépendant, même si là, on va avoir peut-être un espoir par le rachat de Twitter par Elon Elon Musk. Musk, oui. Donc là, il y a peut-être un espoir. Bon, je ne sais pas si ce sera un grand espoir, mais bon, c'est déjà un pas. On a Getter aussi, par exemple, qui est quand même un réseau social qui commence à s'affirmer, qui a déjà 600 000 abonnés en France, ce qui est quand même pas mal. Il a moins d'un an de, comment dire, d'existence. Je pense que nous aussi, on doit se réinventer. Voilà. Euh, pour contourner la censure, évidemment, tu as les algorithmes qui font que, voilà, des mots qu'ils n'aiment pas. Bon, que je ne vais pas les prononcer ici pour pas que tu aies de problème. Merci. Mais en tout cas, ces mots, il faut trouver, par exemple, on les connaît, on les a identifiés, il faut qu'on les utilise des synonymes. On doit aussi se réinventer dans la forme. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup le second degré, l'humour. Peut-être aller aussi peut-être vers prendre ce chemin, un chemin plus humoristique, peut-être moins sérieux sur la forme qu'on ne pouvait le faire à une époque. Il faut aussi, nous devons aussi faire énormément de terrain, aller là où les journalistes ne vont pas, dans le sens où les journalistes aujourd'hui, ce sont des gens qui sont essentiellement dans les rédactions, qui commentent des faits qu'ils voient, des images qu'ils voient. Eh bien, nous devons créer aussi ces images. Et donc, nous devons faire le terrain. C'est pour ça que moi, j'ai souhaité aussi accompagner la manifestation dont tu as fait partie avec Florian Philippot sur les enfin, sur le pass sanitaire. Parce que voilà, on y trouve tout le temps des images nouvelles, des exclusivités, un peu une forme de premium. Et puis, nous aussi, on se doit de s'ouvrir et moi, ce qu'il me faut, c'est, ce que je veux faire, c'est aussi inviter un maximum de gens d'autres espaces que les miens, d'autres milieux, d'autres mondes, d'avoir des gens que des auditeurs ne pourraient pas voir ailleurs. Et j'essaie de moi les avoir. Euh, devons aussi, et je pense que, alors les patriotes, c'est vrai que Florian dit il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, bon, même si malgré tout, il est quand même plus de la sensibilité de la droite, et les gens qui le côtoient sont plus de la droite que de la gauche. Donc, je vais englober la droite. Bon. Donc, il faut que nous, dans cette famille politique, nous, comment dire, nous nous ouvrions. Je vois que Florian le fait, ça c'est très bien. Je Oui. pense qu'on va s'ouvrir, pour moi, à la diversité, à ce que nous ne faisions pas assez. La diversité, c'est pas juste des djellabas, des barbus et des voiles. C'est aussi des gens très capables. Et nous devons nous diversifier à ce niveau. Nous devons ouvrir la porte aussi à ces gens-là parce que nous seuls, nous n'y arriverons pas. Voilà. Faut se dire les choses. Et, euh, euh, et nous devons évidemment, alors là, le truc, nous faire du maximum de terrain possible imaginable, rencontrer un maximum de gens, avoir ce contact physique avec les gens que peut-être parfois à droite nous méprisons. Et ça, malheureusement, les gens le ressentent. Bah, oui, bah ça a toujours été le problème à droite, c'est d'aller la plèbe où le peuple fait peur. T'en as beaucoup qui te parlent de la France tous les jours, qui clament leur amour. C'est vrai qu'au moment d'aller rencontrer les Français, c'est plus compliqué. C'est vrai que Florian, on peut quand même, il a quand même réussi à reprendre la rue. Quelque part, notre camp ne le faisait jamais. C'était toujours la gauche qui prenait cette initiative-là. Après, tu es venu dans les manifs, c'est vrai que nous, c'était très ouvert. En termes de mixité, il y avait des femmes voilées, il y avait vraiment des gens de toutes les religions, de toutes les couleurs. Pour le coup, nous, on est très ouverts. On n'a pas comment dire, un langage sectaire. Je sais pas si je prends Eric Zemmour, par exemple.
qui va être beaucoup plus sectaire ou qui va nommer les gens. Nous, en tout cas, on est très ouvert. Mais c'est vrai que tu parles de terrain, mais le problème aussi pour les médias indépendants, c'est les moyens financiers. J'imagine que c'est assez compliqué. Euh, Oui, mais tu sais, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent, avec un téléphone, un iPhone ou un Samsung, que tout le monde a, hein, bon, oui, un micro à 20 balles, de faire de bonnes images et de faire de la vraie diffusion. Tu sais, il n'est pas rare que je puisse, par exemple, sur Twitter, faire des 200-300 000 vues sur une vidéo. Par exemple, lorsque j'ai interrogé Sandra, infirmière anesthésie, sur sa condition de vie, eh ben, cette vidéo, elle a fait 200 quelques mille. Pareil, lorsque je suis allé au meeting de Macron pour montrer le nombre de chaises vides, je crois que ça fait 300 et quelques mille. Donc, je veux dire, il faut aussi qu'on soit malin. Si on n'a pas les moyens, créons la visibilité. Et tu ne crées la visibilité que par du contenu premium. Voilà. Premium, c'est-à-dire des contenus que les autres n'ont pas forcément. Voilà. Et c'est tout. C'est comme, tu vois, c'est comme dans le football. oui, Euh, c'est pas tous les ans que le Paris Saint-Germain gagne. Ce soir, il y a la finale de la Coupe de France. C'est Nantes contre Nice. Bon, c'est deux clubs à petit budget. Bon, ça veut dire que dans le sport, on peut y arriver. Dans le média, on peut y arriver aussi. Euh, les réseaux sociaux sont bien et pas bien. Pas bien parce que, évidemment, il peut y avoir une forme de censure, c'est réel, mais cette censure, on peut la contourner, et deuxièmement, malgré tout, les réseaux sociaux nous permettent de faire diffuser ce que nous ne pouvions pas faire il y a 20-25 ans, c'est vrai. l'information très rapidement et très facilement. Et puis, je vais te dire une chose, lorsque moi je fais des interviews, on me dit, oh là là, putain, mais toi tu fais venir des vedettes et tout. Mais je le fais aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'il y a 1 an, 2 ans, parce que à force d'interviews, à force d'envoyer des images, eh ben, ces gens-là me connaissent Bien et sûr. ont confiance. Ils se disent, ah ouais, c'est Mike et tout, bah, je vais aller dans son média. Et aujourd'hui, bah, je vais te dire une chose, c'est beaucoup plus simple. Mais si nous étions 15, 20, 30, 40 à faire ça, mais moi je peux te dire, toutes ces vedettes que tu vois à la télé viendraient aussi dans nos médias. Tous, toutes. Voilà. Donc, et nous abreuverions tous de ces images. Donc, moi, je dis, c'est pas compliqué. Alors, c'est sûr qu'il faut prendre le temps, voilà, parce que voilà, ça prend du temps, c'est vrai. Mais ne vous dites pas, ouais, j'ai pas 2-3 millions d'euros de budget, je peux rien faire. Non, c'est pas vrai. Chacun, avec son petit matériel, peut faire quelque chose, et quelque chose de qualité, et quelque chose avec du fond, et quelque chose qui marchera et qui fera que bah, tu auras des gens qui vont te suivre, et tu auras des gens qui vont relayer ce que quoi tu proposes. Est-ce que tu penses que certains le disent, est-ce que tu penses que dans un avenir, les médias indépendants comme les tiens peuvent remplacer comme source d'information les médias mainstream? Parce que beaucoup de gens se plaignent, ou c'est vrai qu'on l'a constaté, que les gens regardent moins la télévision, toujours trop. Est-ce que tu penses que dans un avenir, vous pouvez les remplacer justement parce que vous apportez des choses nouvelles? Alors, est-ce qu'on peut le remplacer auprès de Madame Michu? Alors, je dis Madame Michu, Oui, sans, comment dire, avec toute la bienveillance, évidemment, parce que c'est une expression, parce que je l'ai dit une fois, alors chez Maître Division, alors là, tous les gens me font, ouais, Madame Michu, pourquoi tu parles de Madame Michu, machin. Bon, voilà. Donc, allez, Madame Durand, si vous voulez, Monsieur Dupont, voilà. Madame Michu, comme le chef de famille, hein, faut le savoir. Mais bon, voilà, donc je le dis avec vraiment grande bienveillance. Euh, pour l'instant, non. À l'avenir, euh, je ne sais pas. Est-ce que cet avenir, ce sera l'avenir d'un temps long? C'est possible. Madame Michu, qui a 20 ans aujourd'hui, peut-être, à la rigueur, peut-être quand elle aura 50 ans, peut-être que à ce moment-là, les médias indépendants auront peut-être remplacé les mainstream. Peut-être. Et encore. Euh, Aujourd'hui, le gros des gens qui votent sont informés par le mainstream.
Voilà, c'est comme ça. Ils ont confiance en eux parce que voilà, ces mainstream, ce sont des marques et ce sont des marques connues et ce sont des marques qui, d'après ces gens, ont fait leurs preuves. Donc, ces gens ont confiance. Et puis même, je vais te dire une chose, euh, pour parler de confiance, les sondages disent ah oui, on n'a pas confiance dans les médias. Ok. Même des gens de chez nous disent ah, on n'a pas confiance dans les médias. D'accord. Mais ce que je remarque, c'est que lorsque tu donnes une information qui parfois elle peut être débunkée par un média mainstream, même des gens de chez nous t'enverront un lien du média mainstream pour te dire ah ouais mais t'as dit une connerie parce que le média mainstream t'a débunké. Donc ça veut dire que en réalité on a tous à peu près plus ou moins confiance ou je dirais pas confiance mais tous plus ou moins nous sommes influencés encore par les médias mainstream. Est-ce que on peut être un complément. Voilà, on peut être un complément. Est-ce qu'on sera la seule source d'information? Bon, je suis pas aussi optimiste. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas des masses. Mais tu remarques quand même une évolution, quand même, parce que les médias comme les tiens ont quand même une audience qui s'est développée beaucoup plus, peut-être depuis 1 an, 2 ans. Oui, mais Ou alors tu observes une évolution qui est normale et tu remarques pas qu'il y a une audience qui. l'évolution, ok. Mais je veux dire, lorsque je fais une interview, je ne fais pas les scores de 7 à 8. C'est clair. Voilà, déjà, tu vois, Mm. c'est pas la même. Ensuite, malgré tout, les gens sont impressionnés quand je fais venir des vedettes. Ok, mais des vedettes qui viennent des médias mainstream. C'est-à-dire que j'ai eu Marie-Estelle Dupont il y a 2 jours. Bon, Oui, tout le monde l'aime bien, mais elle est connue parce qu'elle a été sur TF1, parce c'est qu'elle news, news. beaucoup. Mm. Voilà. Je veux dire, si c'était juste Marie-Estelle Dupont que j'avais trouvé comme ça, voilà, psychologue, et qui n'avait pas mis les pieds ni à TF1 ni à CNews, bon, ça n'aurait pas donné grand-chose. Enfin, C'est vrai. on fait un échange sympa et tout, mais je veux dire, mais le retentissement ne serait pas le même. Voilà, les gens ne diraient pas, ah, tiens, c'est quand même Maricel Dupont. Non, non, ils diraient, ah, elle est sympa, et point. Voilà. Donc, malgré tout, pour moi, les grands médias ont une prédominance encore pour de nombreuses années. Après, les plateformes qui en réalité font concurrence à ces médias mainstream, c'est pas nous, c'est les streamings. C'est Netflix, c'est Amazon Prime, Oui, Disney+, voilà. C'est aussi le fait que, à l'époque, on avait 5 chaînes. Aujourd'hui, tu as la TNT. oui, c'est vrai. Voilà, mais c'est pour ça que comment dire, l'audience se dilue. Mais en réalité, elle ne se dilue pas pour aller chez nous, malheureusement. Après, moi, je ne veux pas avoir un discours pessimiste. On est aussi un caillou dans la chaussure. Et c'est quand même important d'être un caillou dans la chaussure. Ça veut dire, même si tu es un grand baraquet, tu as un caillou dans la chaussure, ça fait mal aux pieds, c'est pas agréable. Donc voilà, pour le coup, même si on n'a pas des gros moyens, ne pas être agréable vis-à-vis du pouvoir, pour moi, c'est quand même déjà une jolie satisfaction. Mais tu n'as pas peur de la censure avec les 5 ans à venir, parce que on voit que l'Europe aussi prend quelques dispositions à travers les médias indépendants. Tu sais, je te dis, j'ai été beaucoup, beaucoup censuré à l'époque quand j'ai eu mon premier média, La Gauche m'a tué, qui était vraiment un média masse sur le net. Et j'ai été, mais comment dire, blacklist grave en 2018. Voilà, toute l'année 2018, j'ai divisé en gros mes audiences par 10-15, quoi. Alors qu'avant, sur le site, je faisais 1,5 million de visiteurs uniques par mois. J'en faisais 100-150 000. Bon, j'ai dû me réinventer. Et pour l'instant, je pense que le fait de s'être réinventé sur quelque chose de moins agressif, de plus marrant, avec des codes, peut-être aussi des médias nationaux, pour l'instant, ça passe. Alors peut-être que ça ne passera pas dans 6 mois, 1 an, et donc du coup, je devrais me réinventer encore, mais c'est comme ça. Euh,
regarde, pour l'instant, aujourd'hui, les gens aiment bien voir quand je fais des interviews terrain. Bon, peut-être que dans un an, ce sera passé de mode et que je devrais faire autre chose. Bon, c'est aussi le lot des médias. Parce que tu as des publics qui aiment bien quelque chose un jour, et puis ce public aime autre chose un autre jour, parce que voilà, il y a un changement, je sais pas moi, de mentalité, d'actu, de tout ce que tu veux, et qui fait, ou peut-être de technologie même, et qui fait que voilà, bah, des gens préfèrent voir peut-être aujourd'hui des gens danser sur TikTok plutôt que. Bon, c'est un domaine où il faut constamment se réinventer, ne jamais croire qu'on est en place, voilà, ça c'est pas bon, et de se donner aussi bah, le meilleur de soi-même, ça c'est évident. Du coup, là, j'ai envie de passer plus sur un rayon politique. Je suis obligé de te poser ça. C'est ton regard sur les LR, hein, parce que t'as Ah, moi, été par à contre, l'UMP. RPR, UMP, c'est pas la même chose. LR, j'ai jamais été. C'est vrai, UMP, je précise. Donc, en gros, as-tu fait un don à Valérie Pécresse Ah, pour sûrement l'aider? pas. Sûrement pas. Il se trouve que j'ai un très gros contentieux avec Valérie Pécresse. Bah, je vais Ah, t'en parler là, si tu veux. vas-y. J'ai été attaché parlementaire lorsqu'elle était ministre de l'enseignement supérieur. Je lui ai même fait un rapport qu'elle nous a commandé à l'époque où j'étais au Sénat sur le décrochage à l'université. Donc, je lui ai fait un rapport, j'ai mis beaucoup de temps, tiens, pour le coup, un rapport dont elle s'est servie pour caler des chaises, voilà, déjà. Deuxième chose, à l'époque, à l'UMP, il y avait une primaire déjà à l'époque pour savoir qui serait tête de liste au régional en 2010, et j'ai pris beaucoup de risques pour elle. Parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup d'amis dans son cab, des amis de l'Uni, parce que moi je viens de l'Uni aussi, Paris 2. J'avais énormément d'amis chez elle, et donc j'ai fait des très gros risques. J'ai failli être viré de mon job. J'ai sorti des fichiers internes et tout. Enfin bref, j'ai vraiment fait le con pour le coup. Et à l'époque, j'ai Carucci qui était secrétaire d'État en charge du Parlement. Donc ça veut dire un mec que je voyais tous les jours quasiment. Et en plus, c'était un sénateur. Moi, j'étais au Sénat et qui était pote avec mon employeur. Et ben, Roger Carucci m'avait grillé sur pas mal de trucs et il appelait mon employeur pour me faire virer. Voilà. Donc, c'était très chaud. C'était une période très, très chaude. J'étais à 2 doigts d'aller à Pôle emploi. Et ma récompense a été d'être au régional, d'être rien du tout, zéro, tu vois, de me faire. Elle m'a blacklist totale. Donc là, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Celle-là, elle m'a blacklist. Alors là, je vais faire, je vais avoir comme mission de la déglinguer. C'est ce que je me suis fait un plaisir de faire sur Twitter d'ailleurs. Pourtant, j'ai des amis chez elle, hein, j'ai des très bons amis, mais il est hors de question, en tout cas, pour moi, d'aider cette dame. Cette dame-là, elle est très fausse, il faut le savoir, hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas les gens, voilà, elle n'aime pas du tout les gens. Mike, je Elle crois qu'on doit, l'a tous remarqué pendant, elle, pendant cette elle doit campagne. son poste parce elle est, il faut le dire, la fille ou la petite fille du médecin personnel de Chirac. Chirac lui a donné ainsi une circonscription, une très belle circonscription, tu vois, dans les Yvelines, voilà, toujours tout donné sur le plateau. En plus, son mari, c'est un type qui est pour moi, je le définirais comme étant un traître. Voilà, c'est un traître. C'est un de ceux qui a permis la vente d'Alstom aux Alstom, Américains. oui. Voilà. Il a, ce bon monsieur, touché des millions d'euros en stock options. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il lève ses stock options, le gars, il pèse peut-être 50 millions. Donc ça va, quoi. Vous avez 5 millions et encore. Là, je crois qu'il y a 3 millions de dons qui sont arrivés. Vous pouvez lâcher 2 millions d'euros de votre poche, hein. Moi, tu vois, ce que je déteste justement en politique, moi, quand j'étais en politique, j'ai eu un peu tous les postes au sein des partis. Et j'ai appris un truc, c'est qu'il fallait que je mette toujours la main à la poche pour que ben, les gens me suivent, pour faire venir des gens dans ma circonscription. Moi, j'étais en Seine-Saint-Denis. Donc, moi, j'ai toujours été, j'essaie d'être généreux quoi, sur mes deniers personnels. Et je trouve dingue qu'à ce niveau, eh ben, ces gens-là ne veulent jamais prendre de risques sur leurs données personnelles. C'est-à-dire que si demain, tu as un grand patron, il se plante sur 5 millions d'euros, enfin un patron, voilà, il se plante, il a mis, je sais pas moi, il a hypothéqué sa baraque pour avoir 5 millions d'euros pour lancer, je sais pas moi, un produit et qui se plante, eh ben, c'est pour sa pomme. Voilà, le gars, il va pas aller chialer chez ses clients ou je ne sais qui pour qu'on le rend flou. Donc moi, je veux enfin
que les hommes et femmes politiques prennent le risque. Il y en a marre de ces hommes et femmes politiques qui sortent de l'ENA, qui ont réussi un concours dans leur vie et qui ne prennent jamais de risques et qui demandent toujours aux smicards de les renflouer, quoi. Donc ça, c'est insupportable, vraiment. Donc voilà, Madame Pécresse, vous avez un patrimoine de 10 millions d'euros. Là, les adhérents vous ont filé visiblement 2 ou 3 millions d'euros, je ne sais plus. Ben, vous mettez le reste dans votre poche, quoi. Enfin, je sais pas, vous avez les moyens, madame. Bien sûr. Mais bon, ce sont des gens qui ne veulent prendre aucun risque, mais qui veulent tout le reste. Du coup, ton regard sur le camp national en général, parce que qui est divisé en trois, Reconquête, le RN et l'Union des souverainistes. Quel est ton regard sur ces trois camps-là? Écoute, moi, je n'en pense. J'ai pas envie de choquer tes auditeurs, mais entre nous, je n'en pense que du mal, hein. J'en ai parlé à Radio Courtoisie. Déjà, Reconquête, ils sont insupportables. Cette façon-là, j'ai vu dernièrement Madame Maréchal nous dire que oh oui, non, mais le bloc élitaire, bloc populaire, ça n'existe pas, parce que les élites s'en gagneront toujours. La fille complètement à côté de la plaque. Non, non, il y aura il y a un peuple, chère madame, et il y a des élites. Voilà. Et le fait que vous êtes une bourgeoise, on vous a aussi, vous êtes comme Madame Pécresse, on vous a tout donné. Voilà. Vous avez été député parce que des gens du PS n'ont pas voulu se retirer et ont créé une triangulaire. Donc, du coup, voilà, vous avez été député. Voilà. On vous a donné des belles circons, on vous a tout donné sur un plateau d'argent. Donc, oui, vous êtes du bloc des élites et donc du coup vous ne faites pas partie du bloc populaire et vous ne comprenez pas les gens qui souffrent et ce bloc populaire. Voilà, déjà. Donc pour moi, Reconquête, c'est vraiment le bloc des élites qui habitent, tu vois, rive gauche de Paris, qui sont à Saint-Germain et qui sont désappointés parce que ils ont des Roms en bas de chez eux et que là ça les dérange, hein, parce qu'ils voudraient pas, ils voudraient que qu'au Café Flore, en bas du Café Flore, ça soit clean, quoi. Donc ceux-là sont insupportables. Et moi, je souhaite que Reconquête, je l'espère, hein, que Reconquête se casse la gueule, qu'il fasse faillite et voilà, qui se barre. Parce que tu sais, ce sont des mecs quand même, ils ont fait 7%. Ils ont fait 7%. Ils sont là à te dire, ouais, mais attendez, il faut faire l'union derrière nous. Oui. Voilà, non mais, Mm. attendez. Et Madame, puis, on peut la Mike, critiquer. tu oublies qu'en plus, non seulement ils ont fait 7%, mais pendant toute la campagne, ils ont trollé. Ils ont été d'une arrogance avec tout le monde. Ils ont pourri tout le camp national. Moi, je vois pour les souverainistes, ils nous ont vraiment envoyé se faire foutre. Il faut le dire. Les retours qu'on a eu avec eux étaient catastrophiques. Ils ne nous voulaient pas. Marine Le Pen, on en pense qu'on veut, mais ils ont passé leur temps à dire qu'elle est nulle. Et maintenant, ils nous demandent d'aller avec eux. C'est clair, c'est Non, dingue. non, non. Mais regarde, enfin, moi, je te dis, je suis pas du camp souverainiste, Philippot, tout ça. Oui, Moi, intellectuellement, je serais peut-être plus proche de Zemmour, même si, bon, je suis pas du tout républicain. Voilà, je suis vraiment un anti-républicain. Je viens de l'Uni, je suis plus maurassien, toutes ces choses, tu vois. Même si j'ai des sympathies pour les souverainistes, moi, je pense que l'Europe, faut pas la quitter, mais il faut prendre le pouvoir. Moi, je crois qu'on peut prendre le pouvoir. Bon, après, on a des divergences, voilà, mais j'ai beaucoup de sympathie pour les souverainistes parce que, voilà, je trouve qu'ils sont, pour le coup, assez courageux. Et ça, je respecte. Moi, je respecte le courage, surtout le courage du terrain, quoi. Mais ce côté bourgeois de Reconquête qui fait la leçon, qui à 20h10 disent oui, Marine Le Pen est nulle. Et à 20h15 disent oui, mais bon, il faut quand même s'allier ensemble. Bon, ça va, quoi. Après, moi, Marine Le Pen, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais Marine Le Pen, désolé les gars, mais elle a fait 23%. Vous avez fait 7, elle a fait 23. Voilà. C'est comme dans le foot, hein. Bon, j'aime bien le foot, donc j'en parle beaucoup. oui. Je veux dire, quand tu as gagné la Ligue des Champions, c'est pas le type qui est en national qui va te dire comment on joue au foot, quoi. Voilà, Bien on sûr. a il a 5 ballons d'or. C'est pas l'entraîneur du coin qui va dire mec, c'est comme ça qu'on joue au foot. Voilà. Eh ben, c'est un peu pareil, quoi. Je veux dire, quand tu fais 7%, tu as au moins l'humilité de te dire, sachant qu'en plus, tu as dit que tu étais là pour être président, que tu là pour être au moins au second tour, tu vois. Ben, tu as au moins un peu l'humilité de faire profil bas, quoi. Enfin, voilà. Et ça, c'est insupportable. Moi, je vais te dire, aujourd'hui, nous, on ne doit pas être l'opposition.
Voilà. Voilà. On doit avoir en esprit de ne pas être l'opposition, c'est trop simple. C'est le discours que je n'aime pas chez Marine Le Pen. Elle, voilà, elle se met comme étant le leader de l'opposition. L'opposition, c'est bidon, ça. Voilà, je le dis. Nous, on doit être dans l'esprit de prise de pouvoir. Voilà, on a la tête dans la tête, on doit prendre le pouvoir à terme. Quand, je ne sais pas, mais on doit cogiter pour prendre le pouvoir. Voilà, moi, je ne suis pas à l'opposition de je ne sais pas quoi. Voilà, on prend le pouvoir parce qu'on est fort, parce qu'on prend le temps, parce qu'on a les capacités, parce qu'on est meilleur, que ne serait-ce qu'intellectuellement, que tous les pignoufs là, que tu vois à la télé et qui nous gouvernent. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est de prendre le pouvoir. Et deuxième chose, il faut, à la sulfateuse, se débarrasser des médiatiques de l'opposition. Parce que ce sont des gêneurs, ce sont des types qui en réalité, ou des femmes, qui en réalité, pour moi, et pourquoi pour moi? Parce que j'en ai les preuves, je les ai vus faire, je le vois, hein, j'ai entendu des choses. Pour moi, en réalité, travaillent avec l'État. Ils sont du système et travaillent avec le système. Il y a des choses, par exemple, voilà, on va prendre Éric Zemmour. Éric Zemmour, j'en ai parlé avec Youssef Indy, il m'a dit un truc très juste. Il m'a dit, mais Zemmour, à aucun moment, n'a remis en cause le système et les élites. Et c'est vrai, parce qu'il a dit, oui, voilà, je fais une campagne à la Trump. Non, il n'a pas fait une Non. campagne à Trump. Tu as fait une campagne de grands bourgeois, alors que Trump, lui, il a fait une campagne populaire contre les élites. Rappelle-toi, il disait constamment, par exemple sur Hillary Clinton, il disait, ah, la vieille pie, je la mettrai en prison. Alors peut-être qu'il ne l'a pas mis en prison, certes, mais il y avait une volonté de renverser cette table. Il n'y a pas cette volonté-là chez M. Zemmour. M. Zemmour, tu sais, moi je vais te dire, chez les droitards, expliquer qu'il y en a marre de l'immigration, pour moi, c'est impolitiquement correct. C'est très facile. Mais dire que McKinsey, le patrimoine de machin, les trusts trucs, la façon dont l'État profond gère le pays, Bruxelles, et renverse la table sur ces questions-là, c'est ça en fait la vraie rébellion. C'est pas dire ah oui, il y a trop de Maghrébins à Saint-Denis ou je sais pas quoi. Ça c'est bidon ça. Et malheureusement, tous ces gens, d'une façon ou d'une autre, participent au système. Ils en sont les émanations. Je veux dire, Bien M. sûr. Zemmour, sur son dernier livre, il n'écrit pas qu'il a vu Madame Trucmuche et boulangère ou Monsieur Machin, boucher ou artisan. Il dit, voilà, j'ai déjeuné au Bourbon, tu vois, le restaurant, tu vois, face à l'Assemblée nationale, où tout le monde se montre, avec Monsieur Xavier Bertrand, on a discuté. J'ai déjeuné à telle table dans le 7e arrondissement avec tel ministre, tel conseiller politique, tel truc-muche. Ben, même pour moi, c'est un gars du système. Bien sûr. Et puis surtout, moi, ce qui m'énervait quand j'entendais avec Zemmour dire qu'il fait une campagne à la Trump, il a réussi à faire voter les gens qui ne votaient plus. Et Zemmour n'a jamais tenu un discours pour faire justement les gens qui ne croient plus en la politique, les gens qui ne votent plus, jamais, à part parler immigration le matin, le midi et le soir et dire que tout est de la faute à Mokhtar. Mais il avait avec lui une dame qui est formidable, que j'adore, c'est Jacqueline Moreau. C'est quelqu'un qui représente ce bloc populaire. Et d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre. Moi, je me demande toujours ce qu'elle foutait là-bas. Bon, Jacqueline Moreau, il se trouve qu'elle est assez à droite. Bon, donc du coup, elle s'y Oui, retrouve. Mais on l'a jamais mis en avant. c'est vrai. C'est dingue, quoi. Je veux dire, tu as Jacqueline Moreau, une dame qui a fait une vidéo, qui a créé les Gilets jaunes, c'est-à-dire le plus grand mouvement social de ces 50 dernières années. Voilà, elle, bon, et d'autres, mais c'est quand même le détonateur, c'est quand même aussi sa vidéo. Et toi, tu t'en sers pas. Toi, en fait, tu vas parler que de sujets de la Jean Messia. Gars, je sais pas, moi, je vais te dire, ces gens-là, mais pas que Zemmour, même le RN et compagnie, tous ces gens-là du système, peut-être qu'ils aiment la France, je ne dis pas qu'ils n'aiment pas la France, mais ils n'aiment pas les Français. Même si Oui. Le Pen montre quand même une forme d'empathie
physique avec les gens. Bon, ça on peut pas lui. Mais en tout cas, chez Reconquête, ça, c'est une certitude. Ils n'aiment pas les Français. Hein. Moi, par exemple, je vais te dire, j'ai trouvé ça très bizarre que dans les meetings, Monsieur Zemmour ne traverse pas la foule. Enfin, il n'a jamais fait. Si, il l'a fait à son tout premier meeting. D'ailleurs, il s'est fait agresser. Mais d'accord, il a fait une fois un peu, ok. C'est vrai. Au premier meeting. Donc, Ouais, du un coup, seul. tu le refais plus. Moi, je veux dire, Sarko, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais tous ces meetings, le gars était traversé la foule. Tu sais quoi, même quand je suis allé au meeting de Macron, je suis allé au meeting de Macron, tu vois, pour te dire jusqu'où je vais, eh ben, Macron est passé à côté de moi, il a traversé la foule. Même Oui, parce Macron. qu'en plus, je me souviens, tu avais posté la vidéo sur Twitter, justement. Oui. Ouais. Alors bon, il a traversé la foule 3 minutes, mais il l'a fait. Bien sûr. Ne le fait jamais. Bah, c'est hallucinant quand même. Bah, moi, pour avoir fait quelques manifs avec Florian, et on avait des fois des personnalités politiques qui venaient avec nous, pour les faire aller voir les gens, c'était impossible. C'est-à-dire qu'on était obligé de mettre quelqu'un de chez nous pour les bloquer, pour qu'ils puissent au moins prendre quelques photos, parler avec les gens. Florian, lui, le fait. Florian, il danse avec les gens, il va voir les gens. Ça, pour le coup, on ne peut pas le reprocher ça. Mais c'est vrai que certains, je ne dirais pas les noms, pour pas me fâcher avec certains, mais ils n'aiment pas les gens. Ils ne veulent pas aller voir les gens. Ils Et viennent. le ressentent. Oui, Tu peux pas demander aux gens de leur confier leur avenir si toi tu les méprises. C'est pas possible. bien sûr. Voilà, tu vois, les mecs, tu leur demandes des trucs, tu leur demandes. Là, par exemple, ils vont demander des voix aux législatives, c'est-à-dire qu'ils vont demander du fric, parce que voilà, les législatives, c'est quand même 1,50 environ par voix. Mais en réalité, tu peux pas les blairer, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que je te dis, toute cette opposition médiatique, toute cette opposition qui travaille avec l'État plus ou moins, voilà, par exemple qui censure certains passages pour pas décontenancer Macron ou comment dire, qui ne veulent pas parler des vrais sujets, à la sulfateuse, il faut s'en débarrasser, je te le dis. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'il faut aussi former de nouvelles personnes qui soient capables. On en a eu quelques-uns. Je pense à Jean Tillet, qui est très bon. Oui, Le jeune avocat que tu as reçu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, il y a à peine une semaine, qui est très bon. Lui, pour le coup, et puis qui fait du bien. On le sent tout de suite, il a un ton différent. Il fait du bien, mais c'est vrai qu'on manque peut-être un petit peu de jeunesse aussi, qui soit capable de sortir tous ces éléphants qu'on voit depuis trop longtemps. je trouve que l'on est. En fait, la politique, tu sais, c'est un rapport de force. Pour le coup, là où j'ai pas changé, c'est qu'à 20 ans, comme aujourd'hui à 40, j'ai toujours été dans mes échanges en politique, été dans la violence. Voilà, je te le dis sincèrement. Je me suis même battu quand j'étais jeune, mais nombre de fois. Hein. Et je pense que la politique, ça ne doit pas être que des joutes verbales, ça doit être aussi du combat. Voilà, on doit se combattre. La politique, c'est ça, c'est de la violence. Hein. Ce sont constamment des rapports de force entre des idéologies, entre des gens, entre des hommes. Voilà. C'est pas le monde des bisounours, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, on veut faire de la politique un truc très cadré, très, tu vois. Mais ça ne doit pas être ça. On doit avoir, et ça, c'est ce que moi je jalouse un peu à gauche, à l'extrême gauche même, je dirais. On doit avoir le côté révolutionnaire. Il faut être des révolutionnaires. Voilà. Alors, évidemment, pas révolutionnaire dans le sens où, comment dire, où on veut le changement de paradigme de société. Mais on doit être des révolutionnaires pour renverser les régimes, quoi. Voilà. On doit pas avoir peur de battre le pavé, d'être physiquement des méchants. Hein. Faut se le dire. Et malheureusement, à droite, on est les gentils gendres. Et ça, c'est pas bon. Ça, personne ne le respecte. Ça, je peux te le dire. Non, je suis d'accord, oui, parce qu'en fait, finalement, on est content, en fait, dans notre rôle. On se la joue un petit peu bourgeois, intellectuel, et finalement, ça nous va très bien, tant que certains ont des postes. Moi, quand j'ai commencé, je travaillais avec Éric Raoult. Je sais pas si tu connais. Oui, C'est un ancien ministre de la ville, chiracien, député pendant, je sais pas moi, 20 ou 30 ans. Et c'est un méchant, lui, putain, pour le coup.
J'aurais conseillé aux gens d'être dans l'école d'Éric Raoult parce qu'il était très, très méchant comme gars et très violent comme type, hein. D'ailleurs, il a été condamné à l'époque pour violence conjugale. Ah oui? Ouais, Ah ouais, oui, ah oui. parce qu'à l'époque, tu sais, à l'époque, dans le mouvement gaulliste, tu avais le MIL, c'est-à-dire les anciens du SAC, qui Oui. étaient des vrais bad guys pour le coup. Tu avais les gars à la Pandro, moi, j'étais des mecs, mais c'était des Pasqua et compagnie. Putain, c'était des sommités, des vraies figures. Et donc, bon, pour revenir à Éric Raoult, et il me disait, toi, en fait, et moi, parce que moi, j'ai jamais accepté de derrière quelqu'un, j'ai toujours voulu être le numéro un. J'étais un peu fêlé, tu vois. Il me disait, toi, en fait, t'es Chateaubriand ou rien. Ouais, voilà. Bon, alors, du coup, au final, j'ai été rien, mais, mais tu vois, j'avais quand même une envie vraiment d'en découdre. Et je pense, c'est ce qu'on doit avoir au fond de tes tripes, c'est l'envie d'en découdre. L'envie, les gauchistes là-dessus sont excessivement bons. Et c'est pour ça qu'ils tiennent par exemple les facs. Parce qu'ils ont envie, ils peuvent être taillés comme des cure-dents, les gauchistes, mais ils voudront en découdre. Et bah, ils tiennent les facs, ils tiennent des milieux culturels, ils tiennent des théâtres, ils tiennent le ciné, la chanson, tout ce que tu veux. Et ils tiennent tout ce qui fait que ben, la propagande se diffuse, quoi. Tu vois, eh ben nous, on doit finir par être comme ça. Il faut qu'on soit aussi des mauvais garçons, des méchants ou des mauvaises filles, tu vois. Et il faut, et ça ne signifie pas. Alors je comprends, on est dans une société qui accepte pas que ça déborde, voilà, c'est pas bien. Mais en réalité, quand tu vois les antifas faire les cons, bon, ils sont condamnés 3 secondes et basta, quoi. Je veux dire, enfin condamnés médiatiquement. Oui, oui. Personne ne leur dit rien en réalité. Et pourtant, ce sont des bourgeois foutus comme des cure-dents et qui vont faire les fous, quoi. Tu vois? Eh ben, je dis pas qu'il faut péter des banques ou péter des bagnoles et tout. Ça, c'est évidemment, ça c'est quelque chose qu'intellectuellement nous ne ferons pas parce que on est quand même, comment dire, dans une société. Enfin, nous, on présente quand même une société de l'ordre, mais il faut quand même avoir un répondant physique et montrer des dents. Parce que qu'est-ce qui se passe après? On envoie des Zemmour qui physiquement n'imposent pas, et puis ben, on les casse, et on les fait passer pour, voilà, pour ce que tu as vu, quoi. Donc, moi je le dis, et c'est pour ça aussi que c'est important que les patriotes vous ayez fait toutes ces manifs, c'est qu'il faut ben, battre le fer de la rue, du terrain, parce que c'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe. Tu me parlais de la gauche, tu en penses quoi de cette union des gauches voulue par Mélenchon? Bah écoute, pour le coup, Mélenchon, on voit que c'est l'ancienne génération, c'est-à-dire on voit que le mec a été formé par Mitterrand, quoi. Voilà. Mm. Et Mélenchon, idéologiquement, on peut ne pas l'aimer, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est le gars, c'est un bon, quoi, tu vois. Faut se dire les choses. Attends, il était quand même à 2 doigts d'être au second tour. Enfin, c'est quand Oui. même pas rien, tu vois. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu Roussel, il était au second tour, le gars. Bon, Mélenchon, il est très fort. Il était des grandes écoles de Mitterrand. Donc, du coup, on peut dire que voilà, il a réussi un coup de maître. Cette union de la gauche, personnellement, je n'aurais pas cru. Hein, il a réussi quelque chose. Alors, il ne va pas être Premier ministre. Hein. Bon, ça, Évidemment. j'y crois pas trop, mais ils peuvent faire leurs 50 députés. C'est quand même pas rien, quoi. Tu vois, il aura réussi quelque chose. Je vais te dire une chose. L'Assemblée nationale, ça va pas être compliqué. Ce sera globalement la majorité présidentielle. Mm. Il y aura allez, 80% des sièges. Et le reste, ça va se répartir entre Mélenchon, qui aura, je pense, les 3 quarts du reste, et un peu le RN. Et en réalité, la vraie opposition, entre guillemets, ce sera la gauche de Mélenchon. Ce sera pas la. Et moi, je pense, du coup, c'est peut-être une chance pour le coup, pour nous en tout cas, parce qu'il y aura peut-être un espace à saisir, parce qu'il va y avoir un vide. Il va y avoir le vide de la droite dite républicaine, le vide
avec le RN, parce que le RN, ils vont pas être 150. Il y aura le vide aussi, parce qu'il y aura 0 reconquête. Et donc, quand il y a un vide, la nature ne supportant pas le vide, il y a des choses qui se créent. Et c'est peut-être une chance. Peut-être que dans cet espace-là, comme il n'y aura plus rien, peut-être que pour nous, ce sera plus simple que ça n'aurait pu l'être si, par exemple, Zemmour avait eu 150 députés. Bah, écoute, en tout cas, à Reconquête, ils le pensent. Moi, je vois plutôt qu'ils vont prendre une claque, une énorme claque. S'ils gardent Collard et Pelletier comme députés, ils pourront dire que c'est une grande victoire. Pour l'instant, on voit surtout que les têtes d'affiche n'ont pas envie d'y aller. En tout cas, on peur justement que le RN leur mette des bâtons dans les roues, parce que même Zemmour n'irait pas. Donc, Non, bon. Zemmour, je crois qu'il n'ira pas. Ouais. Il devrait, je crois, dans la circonscription du 16e Nord et 17e Sud de Paris. Le mec, il prend des risques, tu vois. Énorme. Énorme. Parce que pour lui, c'est énorme. Voilà, tu vois. Donc déjà, mais regarde, tu prends un mec qui te dit, ouais, je suis le seul à faire l'alliance entre le peuple le peuple et la bourgeoisie patriote. Et toi, en fait, ton idée, tu as 2 circos en tête, c'est Israël, bon déjà, tu vois, c'est bizarre, et 16e Nord. C'est genre, en gros, les quartiers les plus chics, et 17e Sud avec Porte-Maillot, tu vois. En gros, la joncture entre l'Arc de Triomphe, Porte-Maillot et Passy, quoi. Et tu te la joues peuple. Non mais franchement, non mais là, on aura tout vu, quoi. Et puis, mais je suis content aussi d'une chose, c'est que cette campagne a enfin pu démontrer que Marion Maréchal est un feu de paille, qu'elle ne représente rien, qu'elle ne représente même pas 1%. Rappelle-toi, en 2017, François Bayrou, quand il a annoncé qu'il allait être derrière Macron, a fait passer Macron de 19 à 24%. C'est Oui. quand même pas rien. Eh bien, Marion Maréchal, son arrivée à Reconquête, c'est 0. Et c'est même peut-être même -3, -4, -5, même plus. Ça veut dire que cette fille ne représente rien. Et ça, c'est bon, ça, parce qu'on en a fait une madone, parce que, soi-disant, qu'elle avait un discours libéral conservateur qui, entre guillemets, ne représente rien dans ce pays. Hein. Bon. Eh ben, on a vu qu'en fait, cette fille ne représentait rien, que c'était 0 pointé. Et voilà. Et ça c'est une bonne nouvelle. Ça, Oui, mais pourtant, elle reste comme un problème parce que je n'arrive pas à comprendre le succès qu'elle a dans le camp national par les identitaires. C'est niche. Moi, je vais te dire une chose. Moi, à la base, je viens de la famille de ces droitards. Bon. Mais à un moment donné, il faut cogiter, il faut aller dans la rue et voir les gens aussi. Il faut se dire que ça, c'est une niche. Ça s'appelle une niche, et une niche, ça ne sert à rien. En faisant du terrain, j'ai dit, mais putain, il y a quand même des gars qui sont des Français issus du Maghreb ou des pays subsahariens, mais qui en ont dans la tête, putain. bien Et qu'on ne sûr. peut pas dire à chaque fois, non, mais vous là, vous n'êtes pas de chez nous, vous barrez, machin. Tu vois, à un moment donné, c'est pour ça que je veux vraiment, avec Gérard aussi, ouvrir à la diversité et aux femmes aussi, parce qu'on en parle très peu des femmes. Parce que on n'y arrivera pas tout seul. On n'y Bien arrivera sûr. pas entre blanc-bec, tu vois, comme ça, là. C'est pas vrai. Et ce discours-là, ces droitards, c'est insupportable. Voilà, c'est insupportable. Aussi aux femmes. Les femmes, moi j'en ai parlé avec Bruno Attal, que je salue. Bon, c'est mon pote. J'espère qu'il va faire quelque chose avec Reconquête, Bruno Attal. Voilà, j'espère qu'il va gagner la Circo. Bon, même si j'en doute. Mais j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit oui, mais tu vois, Zemmour, il permet la sécurité aux femmes et tout. Bon, okay, je dis pas il faut pas la sécurité aux femmes, il faut la sécurité aux femmes. Mais je veux dire, c'est pas l'alpha et l'oméga de ce que veulent les femmes. Bien Les sûr. femmes, elles veulent réussir dans la vie, elles veulent réussir dans la société. Il faut leur permettre ça aussi. Voilà, c'est pas juste on leur permet de marcher en mini-jupe parce que nous, on va les mater, quoi, et ça nous fait plaisir de les mater. Non, les femmes, il faut leur donner une perspective. Mais c'est quoi la perspective que M. Zemmour a donnée aux femmes? Moi, je me pose la question, quoi. Tu vois, Aucune. voilà. Donc, il faut leur parler à ces publics. Je trouve que nos camps sont trop masculins. Eh ben, il faut permettre aux femmes
d'avoir la chose publique, mais pas comme le font le mainstream ou les gauchistes et tout, avec les quotas, les machins. Mais il faut les intéresser les femmes. Il faut les intéresser, il faut leur. Je veux dire, voilà. C'est vrai que c'est un sujet sur le fait qu'elles gagnent moins d'argent. Bon, eh ben, il faut là-dessus leur permettre une perspective, d'évoluer aussi. La maternité aussi. Il faut, je sais pas, avoir des solutions là-dessus. Quand je dis pas des solutions maternité, mais par exemple, euh, euh, les crèches. Voilà, on donne la carte. Bon, c'est très bien, mais on doit permettre aussi aux femmes d'avoir, de mettre leurs enfants facilement à la crèche, par exemple. Tu vois, si on est juste là à dire ouais, non, mais nous, en fait, notre seul truc, notre programme pour les femmes, c'est qu'elles seront protégées parce qu'à Gare du Nord, elles ne seront pas sifflées par les rebeux. Et mon gars, enfin par les Kairas, ouais, plutôt les Kairas, tu vois. Voilà. Bon, bah, mon gars, si c'est ça ton truc, c'est pourri, quoi. Les femmes, bon, peut-être sur le moment, mais voilà, je veux dire, elles ne vont pas voter pour ça. Donc, il faut ouvrir aux femmes, voilà. Il faut ouvrir à la diversité. Il faut créer. Et puis, tu vois, le côté l'union de la droite, mais putain, mais moi, j'ai jamais entendu quelqu'un sur le terrain, mais de toute ma vie. Pourtant, je viens de ce milieu-là et j'ai moi-même milité pour ça. Mais en faisant du terrain, et c'est ça aussi que c'est important sur le terrain, c'est que tu sens ce que veulent les gens aussi. Mais moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire vous savez quoi, monsieur Borowski, nous, ce qu'on veut, c'est l'union de la droite. Je ne l'ai jamais entendu de toute ma vie. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est bidon, c'est ringard. Et là-dessus, pour le coup, même si Marine Le Pen, voilà, je pense qu'elle se saborde et qu'elle fera tout pour se saborder pour ne jamais prendre le pouvoir. Mais là-dessus, elle a quand même raison. C'est un concept ringard. De toute façon, ça fait 10-15 ans qu'on entend des mecs à droite nous parler d'union, mais c'est vrai, là tu as raison, moi aussi, pour avoir fait plusieurs manifs, j'ai jamais entendu quelqu'un me parler d'union. Je crois que c'est un mirage derrière en cours, enfin derrière que Eric Zemmour court là, depuis 6 mois, et le pire c'est qu'il n'a toujours pas compris. Il est Mais dans le total. Quand tu oui, vois cette interview sur BFM, en c'était fait, là, hallucinant. c'est de Poutine, quoi. Oui, non mais Alors, c'était alors toi, son... Macron, c'est trop fort. Macron, il a l'inflation à cause de Poutine. Et nous, oui. il a les élections à cause de Poutine. En fait, Poutine, tu vois, c'est tout, quoi. Bientôt, tu sais, quand tu pourras pas, je sais pas moi, satisfaire une gonzesse, tu diras, ouais, mais tu comprends, c'est Bah Poutine. ouais, Poutine. Pas ma faute, hein. Écoute, j'ai encore une dernière petite Vas-y. question. Pour le coup, penses-tu que Macron puisse finir son mandat? Beaucoup disent qu'il ne pourra pas tenir. Je sais pas. Là-dessus, T'imagines un mouvement social x10, gilets jaunes, parce que là, sincèrement, et on le voit déjà avec les prix qui explosent. écoute, moi, je n'ai pas. Je suis circonspect parce que je n'ai pas un si grand optimisme. Bon, disons que, en effet, moi, ce que je dis aux gens, quand même, ce qu'il faut quand même de l'espoir, c'est que c'est avant tout le côté économique qui fait que les gens bougent. Bon, Oui, voilà. Ça c'est vrai. Parce que, bon, les gens ne vont pas se révolter parce que les injections ou le pass. Ça c'est une chimère, ça, faut pas y croire. De toute façon, la valeur liberté pour les gens, en général, c'est pas une valeur. Aujourd'hui, on est plus dans la valeur consumériste. Bon, alors, est-ce que on aura faim à terme? Parce que c'est ça le truc. Comme disait Lénine, on fait la révolution le ventre vide. Est-ce qu'on aura faim? Je ne sais pas. C'est ça le truc. Parce que l'État, les États ont les moyens avec la planche à billets de repousser. Bon, malheureusement, avec ça, ou heureusement peut-être, ils créent avec ça l'inflation, peut-être ils vont créer ainsi l'hyperinflation. Donc les prix vont augmenter, mais les salaires, eux, ne vont pas augmenter. Après, est-ce que l'État trouvera des parades pour que, je ne sais pas moi, les gens n'aient pas le ventre vide? C'est possible aussi. Là-dessus, tu vois, j'ai pas de réponse bien définie dans le sens où moi, je suis un des premiers à croire que par le biais de l'économie, les gens finiront par se révolter. Malheureusement,
j'ai vu, j'ai vu ce qui s'est passé ces 2 dernières années et on ne peut pas dire qu'on était à l'heure de la révolte. C'est Parce sûr. que le français de 2022, c'est pas le français d'avant-guerre ou du 19e ou du 18e siècle, quoi. Voilà, il est quand même rattaché à une forme de consumérisme, à une forme de confort. Donc, moi, je le souhaite, très sincèrement, je le souhaite. Moi je vais te dire, je souhaite balayer, qu'on balaye tout, qu'on renverse la table et qu'on sorte du régime républicain. Voilà, moi je te le dis, vraiment, c'est mon alpha et oméga, quoi. Après, est-ce que ça se fera? Est-ce que c'est pas juste une utopie que je peux avoir? Je ne sais pas. Est-ce que les gens peuvent réagir? Moi, souvent, je donne l'exemple des pays de l'Est, de la Pologne de 1980, où il y a eu une hyperinflation sur 2-3 mois, où, je sais pas, moi, tu avais l'équivalent, bon, je vais parler en euros, l'équivalent de 10 000 euros en janvier, et en février, ces 10 000 euros valaient 5 euros. Bon, est-ce que nous aurons ça en France? Je ne sais pas. Je pense que c'est possible. Mais est-ce que nous allons nous révolter si cela arrive? Je ne sais pas. Il y a des gens, moi j'y crois, mais des gens m'ont dit, et c'est pour ça que j'ai réfléchi, ils m'ont dit, oui, mais tu comprends, peut-être que l'État, comme disait Coluche à l'époque, dites-nous ce dont vous avez besoin, on vous dira comment vous en passez. Est-ce que l'État, dans sa com, peut être aussi fortiche que ça? Parce que mine de rien, sur la crise sanitaire, il a été assez bon là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que moi, tu m'aurais dit à 5 ans que je sais pas, on ne sortirait plus de chez soi et que voilà, on accepterait ça sans sourciller, je t'aurais dit, ah, mec, quand même, tu vas loin, quoi. Ben, écoute, on l'a vu, quoi. Donc c'est pareil. Si aujourd'hui tu me dis oui, mais bon, le paquet de pâtes va coûter 100 euros et toi tu continueras à gagner 1500 euros et donc tu pourras plus bouffer des pâtes et des pommes de terre. Et aujourd'hui, si tu me dis ah ouais, mais bon, on va accepter ça sans sourcil, je te dirais ouais, non, quand même. Mais bon, on est passé par une expérience. Et cette expérience n'a pas été favorable en notre faveur. C'est vrai. Donc, du coup, je ne serais pas catégorique. Évidemment, je le souhaite. Évidemment, s'il y a un gros mouvement social, s'il y a une forme de sédition populaire, évidemment que je l'accompagnerai et que je serai au front et que je serai en première ligne au front. Ça, c'est évident, tu vois. Maintenant, est-ce que derrière, il y aura des soldats, quand je dis soldats, c'est-à-dire des gens qui voudront accompagner cela? Bon, je suis moins optimiste. Mais écoute, ça sera le mois de la fin. Merci beaucoup Mais c'est moi qui te remercie. pour accepter. Abonnez-vous donc, Gérard Info sur YouTube, te suivre Voilà. sur Twitter. Twitter, Getter qui est aussi. Getter, Mike Borowski aussi. Voilà, allez-y, c'est vraiment important de soutenir tous nos médias indépendants. Moi, vous me retrouvez donc semaine prochaine avec Pierre-Yves Rougeron. Ce sera pour la prochaine interview. Et vous pouvez me suivre également sur Twitter et sur Instagram. Encore une fois, merci. Et puis en vous souhaitant une très bonne journée à tous. Merci. Merci à toi, salut. Merci.